messieurs, prenez vos billets. Nous donnerons aujourd'hui par extraordinaire une représentation du festin de Pierre ou Laté foudroyé. Comédie en 5 actes, avec changement à vue, engloutissement et pluie de feu au 5e acte. Le citoyen d'Autry jouera Don Juan avec toute sa garde-robe. Au premier acte, habits, vestes et culottes en satin, vert pomme, brodés d'or et de filaments. Au deuxième acte, qui se passe à la campagne, habits, gorge de pigeon, doublé saumon, avec la veste gris de souris effrayée. Au quatrième acte, habits mordorés pour recevoir le commandeur, avec la veste de toile d'argent, jabot et manchette de dentelle des Flandres. Faites voir l'habit du quatrième acte. Au 5e acte, il se repent tout en velours noir. Non, Jouvet pour moi, c'est au cinéma. C'est cette espèce de résistance qu'il a intérieurement, tout est à l'intérieur et il ne révèle qu'une parcelle. Et c'est ce monde intérieur qu'on a envie de connaître plus. Et cette tension qu'il a en lui, de non-dit. Donc on peut tout imaginer. Dans les années 30, une toute jeune comédienne, Monique Mélinan, alors âgée de 18 ans, venait au théâtre de la Télé pour la première fois passer une audition devant Louis Jouvet, homme de théâtre et de cinéma déjà célèbre. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait peur. Pas tellement, non. Je crois pas que j'avais tellement peur. J'avais le cœur qui battait, et puis j'avais envie de savoir ce que Jouvet allait dire. Quand il s'est levé dans la salle, dans le noir, et que j'ai vu cette personne que je ne connaissais qu'en scène. Vous aviez quel âge? J'avais 18 ans. Vous vouliez travailler avec Jouvet? Je crois qu'à ce moment-là, j'étais incapable de me dire que j'avais une chance de travailler avec lui, bien sûr, puisqu'il avait demandé de voir des jeunes gens, des jeunes filles pour travailler. Bien entendu que j'espérais. Et qu'est-ce que vous avez dit comme texte? J'ai dit Henriette des femmes amantes. Et puis voilà, et après, Jouvet s'est levé dans la salle et il a dit, il m'a posé 2 ou 3 questions, il m'a demandé quel âge j'avais, puis voilà. Et j'ai toujours la feuille qu'on m'a redonnée après, le jour où et il avait mis charmante à suivre, c'est tout. C'est un homme qui avait une présence extraordinaire. Dès qu'il entrait dans une pièce, subitement, on sentait qu'il était là, on se détournait, et il était là effectivement, tellement il dégageait quelque chose d'assez fantastique, du point de vue magie presque. Quand il donnait ses cours, je l'écoutais presque pas, tellement j'étais fasciné par cette espèce d'humour, cette espèce de personnalité extraordinaire. Et alors il m'a dit une chose très simple, le jour de la première classe, il nous a dit, je ne vais pas faire de vous des comédiens, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Mais je ne pourrai pas, je pourrais vous diriger, vous irriguer, mais je ne pourrai pas faire de vous des comédiens si vous n'êtes pas à l'intérieur déjà des comédiens. La représentation commence dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Ils sont bruyants ce soir, ils seront bons, hein? Ils seraient bien étonnés d'ailleurs s'ils entendaient le bruit qu'ils font. Ça, c'est une salle qui se prépare, un public qui s'installe. Cela agit d'ailleurs comme un stupéfiant. Avec ce bruit-là, ça commence. La soirée, le trac des comédiens, la hâte des machinistes. Chacun change de peau, c'est la métamorphose. Ah, vous les entendez, hein? Ils sont en appétit ce soir. Alors je descends, tout de suite. On commence dans 10 minutes. On commence dans 10 minutes.
quand il jouait, c'était incroyable d'ailleurs, il avait un œil en même temps, quelque part, sur tout ce qui se passait. Ça, je n'ai jamais compris comment c'était possible, parce qu'il était tellement dans ce qu'il faisait, dans son rôle, que je ne comprends pas. Mais en même temps, il savait ce qui se passait derrière, il savait ce qui se passait à côté, il savait tout. De toute façon, il s'est épuisé, oui, ça, bien sûr. Il était épuisé. D'ailleurs, quand il est mort d'épuisement, au fond. Je pense qu'il y a un moment où c'est pas possible. Je n'aime ni les souvenirs, ni les commentaires en matière de théâtre. Ils sont mélancoliques et j'ose dire que, pour celui qui a le goût de l'action, ils sont dangereux. Parler du théâtre, pour moi, c'est parler de reconnaissance. La vie humaine de Louis Jouvet est pour moi une des vies qui me fascine le plus par rapport à mon métier. Je me retrouve beaucoup dans ce côté où c'était pas acquis d'avance. Philippe Torreton, comédien, à Rethel dans les Ardennes, où Louis Jouvet passa son enfance. Les lieux de départ, ça me fascine toujours, enfin de revenir à la source. Pour moi, c'est le travail du comédien par rapport à un texte de toute façon. Et c'est pareil pour un être humain. Moi, quand je vois tous ces tableaux, toutes ces vies un peu prédestinées, préétablies, où il fallait se conformer quand même à certains modèles, il était fait pour poursuivre des études, pour vraisemblablement devenir pharmacien, ce qu'il a été pendant quelque temps. Je trouve ça émouvant. Ce qui me touche dans le parcours de Louis Jouvet, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose au départ qui pouvait annoncer une carrière d'acteur fabuleuse, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Moi, je viens d'un coin comme ça aussi, d'une famille où le théâtre n'était pas à l'ordre du jour, ni dans ses loisirs, ni dans ses préoccupations. Donc tout d'un coup, on devient l'enfant ou l'adolescent qui veut se lancer là-dedans, devient explorateur, devient éclaireur même. L'homme se regarde lui-même. Dans ce refuge, dans ce faux paradis, dans ce lieu que des métamorphoses dérisoires, des supercheries puériles, une magie enfantine rendent le plus vain, l'homme vient au théâtre pour se contempler à travers ses semblables, pour se refléter dans l'acteur qui est sur la scène. L'homme se regarde lui-même, il devient pour lui-même son propre miroir. C'est une recherche constante, de toute façon, l'acteur. Et c'est ce que j'aime au théâtre d'ailleurs, c'est que c'est jamais fini. Et que le soir, on a la possibilité de refaire et d'essayer de trouver, tiens, est-ce que... Et puis parfois, on est en face de soi-même, on se dit, j'y arrive pas, et pourquoi j'y arrive pas? Et c'est pourquoi ces questionnements qui font que on devient soi-même un instrument de musique. Et on a cette formidable potentiel de pouvoir se transformer à travers à travers la foi qu'on veut bien se donner, parce que c'est souvent le manque de confiance qu'on se donne qui fait qu'on ne se réalise pas totalement. Les coulisses d'un spectacle, c'est quelque chose d'intime, ouais, moi j'y vois quelque chose de sexuel, même si c'est un peu non, c'est pas tiré par les cheveux, c'est une intimité, de corps entre eux, comme ça, ça pue la sueur, ça pue la poussière, ça pue les artifices qu'on peut mettre dans les fumigènes et autres, ce sont des odeurs, c'est des acteurs qui se touchent avant d'entrer en scène, c'est toute une intimité, une vie comme ça. Moi, les jours où ma fille vient me voir jouer le dimanche après-midi, c'est pas pour moi des représentations que j'aime. Pourtant, je suis ravi que ma fille soit là à côté de moi et voit le métier de son papa. Mais je ne suis pas normal dans ces moments-là. Je ne me sens pas normal. Ça me dérange. Voilà. Et pourtant, c'est ma fille, mais ça me dérange. Moi, j'aime bien la timidité de mes parents quand ils viennent me voir. Parce qu'on sent que ça les dérange un peu. Ils sont ravis, ils sont heureux, ils sont fiers.
comme c'est pas possible, mais il y a une impudeur dans ce métier qui les dérange, ou qui dérange des vies qui ne sont pas passées par là. Nous, on est habitués parce qu'on va tous les soirs au théâtre, on connaît tous des acteurs autour de nous, puis on voit que c'est des gens comme nous qui, voilà. mais pour les autres, c'est bizarre cette façon-là d'aller dévoiler des choses comme ça tous les soirs à 8h30 devant des gens. Des choses intimes de soi, des choses intimes d'un auteur, et cette combinaison des deux comme ça, c'est étrange. En sympathisant avec ce personnage qui est devant lui, dont il éprouve à l'unisson les sentiments et les sensations, il se dépossède lentement de lui-même. Ainsi, c'est en perdant la conscience et la maîtrise de lui-même qu'il a le sentiment d'exister. J'ai une lettre où il me dit « Je pense que tu aimes ton métier même plus que moi ». Peut-être que c'était vrai parce que je pensais, parce que si vous voulez, à partir du moment où je l'ai connu, où je l'ai aimé, mon ambition, c'était qu'il me trouve bien, que je sois bien, que je joue bien. Vous voyez, c'est tout. Alors, c'était ça que je voulais. Vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien faire. Il est vrai, mais parlons un peu de notre... Mais est-ce qu'il pensait qu'il avait transmis quelque chose à d'autres? Oui, mais je crois qu'il pensait qu'il fallait que chacun ait sa passion. Il disait que la vocation, par exemple, c'est une chose dont on est sûr que tout à fait, presque en fin de vie. Parce qu'il faut être sûr qu'on l'a vraiment vécu en aimant ça par-dessus tout. Un dévot comme vous et que partout on nomme... Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Le soir, il avait le temps de se reposer un peu dans sa loge, et là, il avait une coutume, il s'étendait et il mangeait un peu, il mangeait une banane, et il se tapait un quart champagne avant de jouer. Ça le mettait en forme, ça lui donnait suffisamment de solidité, il n'était pas à jeun, et en même temps il avait une espèce de douce ébriété, très douce, très petite, qui lui permettait de surmonter son trac, parce qu'il était un traqueur abominable. Alors, je l'ai vu dans des états, vous n'imaginez pas. J'ai déjà vu des comédiens malades de trac comme Manel Renaud, même Jean-Louis, j'ai vu des tas de comédiens malades de trac comme Philippe, tout ça. Mais comme Jouvet, jamais. Je me souviens comme ma sœur jouait dans la pièce, moi j'arrivais dans les coulisses, et Jouvet avait eu la trouvaille dans la folle de Chaillot, dans lequel il faisait un clochard, d'apparaître côté jardin, à reculons. Il entrait en scène en reculons, en ramassant des mégots par terre devant la terrasse de chez Francis. Alors c'était une entrée extraordinaire, mais avant d'entrer en scène, je le voyais, il se tenait les genoux comme ça à deux mains, et merde, oh merde, oh merde, mais une épave, dit mon patron qui se met dans un tel état, parce que ça se manifestait dans les genoux, il avait les genoux qui tremblaient, puis après ça allait tout seul quand il était en scène. Mais qu'est-ce qu'il s'est payé comme émotion, c'est épouvantable, mort de peur. Il n'avait pas confiance en lui, donc c'est ça, ou peur de décevoir. Peut-on savoir d'où vient le trac? Moi je l'ai toujours eu, et je l'ai de plus en plus. Bien avant le théâtre de l'Athénée, dès 1923, Jouvet avait dirigé la Comédie des Champs-Élysées, où il avait mis en scène et fait découvrir de nombreux auteurs, Jules Romain, Marcel Achard, Jean Giraudoux notamment. La Machine infernale de Jean Cocteau fut la dernière pièce qu'il y monta en 1934, avant de partir pour l'Athénée.
Christian Bérard en était le décorateur. Ah ben Christian Bérard, c'est autre chose. Christian Bérard, vous savez, en étant 36, Jouvet a beau être intelligent, il s'est toujours d'une certaine manière tenu un petit peu à l'écart d'un monde homosexuel que Cocteau représentait éminemment, mais dans lequel il ne se sentait pas à l'aise. Enfin, il monte cette machine infernale, avec un jeune promis un bel avenir qui s'appelait Jean-Pierre Aumont. C'est Cocteau qui lui impose Bérard. Et puis là, il s'est passé cette rencontre vraiment exceptionnelle. Et si j'aime à ce point Jouvet, c'est à cause de cela. C'est parce que je crois qu'il n'existe aucun autre exemple où un décorateur ait rencontré un metteur en scène et ait pu ensemble rencontrer des auteurs. Et cette comédie des Champs-Élysées est pleine de fantômes pour moi parce que j'y ai débuté et que c'est un théâtre qui est encore plein de Louis Jouvet pour nous tous et pour moi plus encore parce que je l'adorais et je lui dois le peu que je sais. Et le soir de la machine infernale, qui est de toute façon mon plus beau souvenir de théâtre, Jouvet était dans les coulisses en bras de chemise, ici même, à l'endroit où nous parlons. Et pendant les répétitions, il m'avait houspillé, il m'avait giflé, il pouvait se le permettre d'ailleurs, parce que j'avais 18 ans et je l'admirais et je l'adorais. Il m'avait traité de tous les noms, il m'avait trouvé impossible. Et le soir de la Générale, ça a très bien marché pour moi, comme pour nous tous. Alors je l'ai tiré par le bras et je lui ai dit « alors », m'attendant à un compliment tout de même, à la longue. Il m'a regardé avec tendresse et il m'a dit « alors, mon petit gars, tâche de faire tous les soirs consciemment ce que tu as fait ce soir inconsciemment. » Est-ce que je n'existe que lorsque je suis cet autre qui n'est plus moi? Et de combien d'heures par jour est fait ce sommeil ou cette absence? Quelle est la part de ma vie qui est vraie et réelle, et quelle est la part où je rêve? Le théâtre serait-il comme le rêve ou comme l'espérance, le sommeil de ceux qui sont éveillés? Robin Ranucci, comédien, dans les couloirs de l'Athénée, en quête de souvenirs, de celui que tout le monde appelait le patron. Vous savez, ici, quand on passait 17 nuits de fil, sans rentrer chez soi alors qu'on habitait pas très loin, à Neuilly, d'une Neuilly, et qu'on était 17 jours à l'Athénée sans rentrer, où on se couchait à 6 h du matin pour recommencer à 8 h, on avait droit à 1 heure de sommeil. Et là, il adorait travailler avec nous, il était tout le temps avec nous, lorsque nous pouvions construire toute une nuit. Si on passait une nuit, c'est que le patron était là. C'était assez prodigieux, la puissance de travail de cet homme. Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Là, il est si bien fait. C'est... Oh, que de langage. Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi? Voulez-vous? C'est assez. Je suis maître, je parle. Allez. Obéissez. À chaque époque, les faits et gestes de l'humanité se traduisent par les faits et gestes du théâtre. Le théâtre est le miroir du monde. Quand le mot cocu est prononcé chez Molière, ça a une autre signification au moment où il l'écrit. Il sait qu'il va choquer.
il sait que volontairement, il va faire réfléchir ponctuellement à ce que c'est qu'un homme de 40 et quelques années qui a pris une enfant au berceau à quelques années, à 4 ans je crois si ma mémoire est bonne, et qu'il l'a fait éduquer à sa manière comme un morceau de cire, comme un morceau de cire entre mes mains, elle est. On est aujourd'hui dans l'irrespect total de l'individu, de la femme, de l'enfant, de l'autre. Raconter cela au théâtre, c'est quelque chose de très très violent. On peut absolument tout dire au théâtre, mais que la protection de la vie est la chose la plus importante, et le respect de l'autre, et la politesse. Mais au théâtre, on peut tout dire. Or, on se retrouve la plupart du temps dans l'inverse, c'est-à-dire que le respect de l'autre, le respect de la vie, de la femme, que Arnolphe soit dans cette réflexion pratiquement pédophile par rapport à Agnès, c'est absolument passionnant. Et que ça se passe au théâtre. Mais les prudes et tous ceux qui vont ne rien comprendre à rien dans ce domaine vont vous interdire sur la scène de jouer cela, mais dans la vie vont devenir les plus actifs dans tous les domaines de l'irrespect de l'autre. Donc je crois que le verbe du poète, le verbe de l'auteur dramatique permet, c'est un exutoire, c'est une nécessité même de passer sur tous les grands thèmes profonds de l'humanité qui évitent son chaos. À l'époque où Jouvet existait, c'était un grand foutoir, le théâtre. Il y avait les grands boulevards, il y avait le fric, il y avait des filles qui n'avaient pas de culottes sur la scène. C'était un grand bric-à-brac. Il y avait autant de magiciens, d'effets de ce produit de soufre là qui enflammait le flash. Puis il y avait de la musique, il y avait de la danse, il y avait un peu de tout. Dans les combles de l'Athénée, on peut encore découvrir les décorations de l'Eden Théâtre, symbole de ces spectacles dévoyés contre lesquels Copeau, Dulin, Jouvet, Pitoëff ou Batty se révoltèrent ardemment. On n'entreprend rien, certes, si ce n'est contre le gré de tous. Et depuis quelques années, nous avions dû nous accoutumer au murmure des voix décourageantes. Mais les mots n'ont point de prise sur qui s'est délibérément sacrifié à une idée et prétend la servir. Et si l'on veut que nous nommions plus clairement le sentiment qui nous anime, la passion qui nous pousse, nous contraint, nous oblige, à laquelle il faut que nous cédions enfin, c'est l'indignation. Ce manifeste était signé Jacques Copeau. À la veille de la guerre, en face des gloires inattaquables des grands seigneurs du théâtre, Jacques Copeau allait fonder le théâtre du Vieux Colombier et remettre en question les problèmes de l'art dramatique. C'est là, en 1913, au Vieux Colombier, bientôt célèbre dans le monde entier, que Louis Jouvet, engagé comme régisseur par Jacques Copeau, apprit tout du théâtre. Et c'est ainsi que j'ai débuté au théâtre, et que j'ai été contraint d'oublier les préoccupations par trop intellectuelles dont s'embarrassait ma vocation première. J'étais ensuite, successivement et à la fois, électricien, accessoiriste, menuisier et peintre, puis décorateur. Plus tard, j'ai eu la joie et l'orgueil de construire 3 scènes, de commander les maçons et les charpentiers, et même l'architecte. Tout en faisant, j'ai appris à jouer la comédie. Mais tout ce que je sais, tout ce que je pourrais formuler, n'est que le résultat d'une pratique. Et ce n'est pas tellement des explications que j'apporte, mais des témoignages. Je crois à ce tâtonnement précieux du théâtre. Voilà. On avance dans l'ombre, comme ça, et on construit des choses, et on construit tout. Et tout se construit en même temps, et tout est intimement mêlé. Une construction savante, intellectuelle, dépend de la main d'un artisan, dépend de 2 pieds dans 2 semelles posées sur un plateau, et tout est imbriqué comme ça. Et on ne peut pas savoir à l'avance d'où va venir la solution. Comme disait, je crois que c'est Wilde qui disait ça, on ne sait pas d'où viennent les récompenses. Je trouve que ça s'applique terriblement au théâtre, mais absolument au théâtre. On ne sait pas, quand on réussit quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient. Et personne ne peut dire, c'est grâce à moi. C'est un ensemble de choses, mais intimement liées. Tout a à voir avec tout. On peut pas jouer en scène et ne rien y connaître à la technique. C'est pas vrai. Ou alors on joue mal, ou ça ne dure qu'un temps, on fait illusion. Le théâtre est un langage. Peut-être faut-il du métier pour le parler naturellement comme on fait Shakespeare et Molière. C'est le don de ce qui ne nous appartient pas, c'est le don de l'être. Et être en fait le miroir dans lequel les spectateurs peuvent se retrouver, se reconnaître, imaginer
l'acteur est comme une toile où les spectateurs feraient leur propre peinture. Pour moi, le meilleur des spectacles, c'est quand l'histoire, le spectacle permet au spectateur d'avoir son propre parcours initiatique, parcours artistique, et ils deviennent eux-mêmes des artistes à la fin de la pièce. C'est quelqu'un qui savait écouter plus que je n'ai jamais vu quelqu'un écouter. Il faisait parler les gens. Il les écoutait, mais à fond. Tiens, voilà une chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est ça, voilà ce que des gens ne disent jamais. Il savait écouter tout. Quelqu'un dans la rue, un enfant. Et il pensait que tout ce qu'on vous dit, c'est important. Et ça, il m'a appris ça. J'ai jamais pu le tutoyer. Autant j'ai pu tutoyer Gabin facilement et même Freinet plus tard, mais le patron, j'ai jamais pu le tutoyer. Je crois que personne ne pouvait le tutoyer, à part ses contemporains, à part Marcel Héran, des gens comme ça. Mais moi, j'ai jamais pu le tutoyer, mais il y avait par conséquent un grand respect. Et en même temps, il était tellement facile d'accès, tellement sensible, tellement quotidien, tellement évident, que la barrière tombait. Ce respect, je l'oubliais. Ça, j'aurais jamais pu oser lui poser des questions que j'ai posées, surtout sur l'existence de Dieu, sur les femmes, sur l'amour. Je lui posais des questions extrêmement indiscrètes sur la vie d'un comédien par rapport à sa vie normale, à la vie des autres, à l'univers. Louis Jouvet, toujours étonnamment accessible, en pleine mise en scène au Théâtre Antoine du Diable et du Bon Dieu de Jean-Paul Sartre, abandonnera un soir de juin 1951 les répétitions pour aller régler les lumières d'un spectacle d'une jeune compagnie, Le Grenier de Toulouse. Il n'a fait ni une ni deux, il a fini sa répétition à 10h du soir, à 11h30 il était dans le train de Paris, et à 8h30 il était à Toulouse, rasé de frais, impeccable, sur la scène du théâtre du Capitole. C'est une image dont je me souviendrai toujours, que j'ai très présente, devant les machinistes et les électriciens du Capitole, en bleu, le béret à la main, au garde à vous, devant Louis Jouvet. Ils étaient encore beaucoup plus impressionnés que nous, et ils disaient « Oui, monsieur Jouvet, d'accord, monsieur Jouvet, etc. » Et Jouvet dit, d'après les tableaux que je viens de voir, il faudrait des basses tensions. Est-ce que vous avez des basses tensions? Ah, des basses tensions on ne sait pas trop ce que c'est, ça, des basses tensions. Bon, montrez-moi ce que vous avez, dit Jouvet. Alors ils l'ont tablé dans les dessous. Et là, Jouvet a avisé une série de projecteurs tout neufs dans un coin. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ah, on ne sait pas bien. Ils ont dit, c'est des trucs qu'on a eu, là, on ne s'en est jamais servi. Il a dit, ce sont des basses tensions. Amenez-moi tout ça tout de suite sur le plateau. Puis monsieur Jouvet, ils se sont servis pour la première fois des basses tensions qu'ils avaient dans leur réserve et qu'ils n'avaient jamais utilisées. Jouvet a fait de très beaux éclairages et il est reparti le soir même à Paris. C'était quand même assez extraordinaire. Il est reparti répété avec Brasseur, avec Villard, avec Maria Casares, et la générale avait lieu quelques jours après. Lui, le perfectionniste, qui remettait 100 fois l'ouvrage sur le métier, il était, paraît-il, carrément bluffé. J'ai beaucoup de témoignages personnels là-dessus. Il était carrément bluffé par la facilité, la liberté, l'aisance dans le travail, la désinvolture même du Grenier de Toulouse. Et je crois que c'est important de signaler parce que ça remet en question une image un petit peu stéréotypée d'un Jouvet cassant, arrogant, dogmatique, sûr de lui. Il a été typé, on me disait qu'elle ne l'avait jamais vu entrer de plein pied dans un rôle. Il avait besoin de répéter énormément. Il était, paraît-il, très traqueur. Et il n'en revenait pas de voir ces comédiens qui avaient installé un jeu de fléchettes dans les coulisses du théâtre de l'Athénée, jouer aux fléchettes avant d'entrer en scène. À l'Athénée, il y avait toujours du bruit pendant la répétition. Et ces bruits, c'était les voix des jeunes comédiens du conservatoire qui avait l'entrée libre chez lui, chez l'Athénée, et qui répétait les rôles sur les escaliers, dans les couloirs, dans les foyers.
Alors il y avait ce théâtre, ce temple, disons, du maître qui faisait la mise en scène, je ne sais pas quoi, du Don Juan, disons, qui au fond était perturbé, si vous voulez, par ces voix qu'on entendait un tout petit peu ici par là. Et donc ça c'est un signe que je trouve extraordinaire. Il n'y avait pas de religion, il y avait la religion du théâtre, si vous voulez. Pierre Berger a acheté le théâtre de l'Athénée en 1977 et l'a dirigé pendant plusieurs années. Il a complètement rénové le théâtre et a construit, dans une ancienne salle de répétition, une petite scène à laquelle il a donné le nom du décorateur Christian Bérard. Quand je suis venu ici, c'était dans cette salle-là, qui n'était pas à l'époque transformée, que je n'avais pas encore transformée dans une salle de théâtre, qui était une salle de répétition. Et je me promenais dans les couloirs et j'entendais de toute évidence des élèves qui étaient en train de répéter. Alors je me suis approché, j'ai ouvert la porte, j'ai écouté, et c'était un cours qui se donnait avec pas mal d'élèves. Et je me suis aperçu qu'ils étaient costumés, et puis avec un peu plus d'attention, j'ai reconnu les costumes. J'ai dit, vous savez ce que c'est que ces costumes? On m'a répondu non. Mais moi, j'avais reconnu évidemment les costumes de l'école des femmes dont nous parlions. Alors, ces costumes, je les ai pas laissé une minute de plus sur le dos de ces élèves. J'ai tout de suite appelé des gens en qui j'avais confiance. Je leur ai fait faire l'inventaire de tous les costumes qui se trouvaient dans ce théâtre. Malheureusement, de l'époque de Jouvet, il ne restait plus beaucoup. J'ai trouvé le costume de Tartuffe par Braque, qui est quand même pas n'importe quoi. Que le ciel à jamais par sa toute bonté et de l'âme et du corps vous donne la santé et bénisse vos jours. J'ai retrouvé pas mal de costumes de l'école des femmes. Pourtant, il me prenait les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf. J'ai retrouvé les 2 robes de la folle de Chaillot par Bérard. Ainsi, chaque soir à l'Athénée, je retrouve dans ma loge fidèle au rendez-vous l'admirable mendiant de la folle de Chaillot de Jean Giraudoux. Nous restons ensemble de 8h à minuit. J'ai quand même retrouvé les 2 costumes de Don Juan, de Jouvet, le costume blanc et le costume noir. De quelle délivrance est faite Don Juan? Quelle libération nous apporte la pièce? Que nous délivre-t-elle à nous, spectateurs ou comédiens? Molière formule le sujet qu'elle cache. À l'égal de Pascal ou de Bossuet, il pose au spectateur l'interrogation véritable d'un moraliste véritable. C'est l'angoisse de l'homme vis-à-vis de son destin. C'est de salut et de damnation qu'il est question dans le Don Juan de Molière. Le théâtre n'existe que dans l'acte du théâtre. À ce moment unique où les éléments, les participants, auteurs, acteurs et spectateurs, entraînés, dépossédés d'eux-mêmes, dessaisis de leur caractère et de leur choix, restitués à une sensibilité neuve, à une intelligence souveraine, se fondent et se dissolvent peu à peu les uns dans les autres. À ce moment où ils perdent leur personnalité, où toute faculté consciente et raisonnante ne résiste plus à la chaleur de l'acte lui-même. À ce moment où, dit le poète français Arthur Rimbaud, « Je est un autre que moi ». Il a vécu avec l'école des femmes et Don Juan toute sa vie, et avec toutes les pièces de Molière, mais particulièrement avec ces 2-là. Jouvet pensait tellement à l'école des femmes que, dès 1932 à Londres, il avait inventé de sa main le concept de 2 décors en un seul, idée qu'adapta le décorateur Christian Bérard, et c'est à partir de cette exceptionnelle mise en scène de Jouvet que l'approche du texte et le sens de la pièce furent sans cesse revisités. On ne peut pas dire qu'il
qu'il avait des idées préconçues. Quand il attaquait une pièce, il avait tout mis à plat. Et puis, il y avait le travail sur le texte avec les comédiens, surtout pour qu'ils ne commencent pas à jouer, c'est-à-dire pour qu'ils s'imprègnent du texte, qu'ils arrivent à un de ces stades. Et puis, de temps en temps, on allait sur le plateau pour voir comment ça allait réagir. Et il m'a pris le... Qu'est-il? Je n'ose et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris... Vous serez en colère. Non. Si. Non, diantre, que de mystère, qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en donner. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Je n'ai jamais assisté à cette représentation qui a été donnée 15 ans durant, de 1936 jusqu'à la mort de Jouvet, et qui s'est donnée dans tellement de pays, dans tellement de théâtres, que beaucoup de gens, aujourd'hui encore, l'ont vu et en parlent. Certains en ont fait la naissance de leur travail. Enfin, je me souviens de Streller me disant, au moment où nous étudions un projet pour la Comédie Française, je suis né au théâtre devant l'école des femmes. Enfin, c'est les papas pour moi, Jouvet. La représentation commence dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Dans ce très beau théâtre, à la longue histoire, je pourrais éprouver, ayant mis un peu mes pas dans les siens, la présence du commandeur, enfin, la présence de Jouvet lui-même. Il ne s'agissait pas, pour Jacques Lassalle, de mettre ses pas dans ceux de Jouvet. Il s'agissait de lui rendre hommage, et quelle plus belle manière pour ce faire que de revisiter la pièce de Molière et tout en s'inspirant du double décor inventé par Jouvet, de découvrir dans le texte de l'école des femmes et au-delà sa résonance au présent. Baudelaire écrira: il y a pour moi un petit nombre d'œuvres qui dépassent toute mode et toute époque, et qui suffiraient à porter ou à restaurer une civilisation tout entière. Et voilà, l'art neuf tout neuf. C'est à ces œuvres-là, sans aucun doute, que Baudelaire pensait. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. On sait que Jouvet, dès le début, se passionnait énormément pour tout ce qui était la régie de scène, la lumière, le plateau, cette importance donnée. Tous les métiers du théâtre est au service d'une vision. Ce jardin qui se referme sur Agnès, c'est le jeu de ce qui est secret, de ce qui est interdit et de ce qui est avouable. Comme un morceau de cire entre mes mains, elle est, et je puis lui donner la forme qui me plaît. L'acte du théâtre est en vérité un acte étrange. C'est un des phénomènes les plus insensés que l'on puisse imaginer. Une des actions les plus saugrenues de notre vie d'homme. Qui est-ce qui engendre cet acte? Quoi ou qui nous porte à ce divertissement, à ce jeu, à cette action? J'aimerais bien encore aller dans cet espace-là, parce que c'est un espace brûlant. L'essentiel ne se révèle pas avec les mots. Bizarrement. On peut se servir des mots pour dire des choses, mais je crois que c'est ce qu'on émane, ou c'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on retient, qui fait que les gens connectent. Parce que la pensée, évidemment, est porteur, est révélateur, mais à la fois, ils sont pas assez larges parfois par rapport à tout ce qu'on a envie de dire et tout ce qu'on veut dire ou tout ce qu'on ressent. Il y a encore plus. Et c'est ce plus qu'on cherche à révéler en tant qu'acteur et qui demande beaucoup d'attention et des spectateurs, parce qu'en fait ce sont des metteurs en scène, des spectateurs pour moi. C'est grâce à eux qu'on peut révéler des choses en tant qu'acteur. L'attention permet le silence, on parle souvent de la qualité du silence
d'un spectacle, c'est le spectateur qui le crée, les créateurs sans savoir. Et c'est ces moments magiques, finalement, au théâtre qui fait certainement que j'ai toujours envie d'en faire, quoi. Je l'ai toujours aimé bien, le patron. Mais je ne savais pas avant jouer, disons, les mots de ces leçons, à quel point il était proche à certaines choses que je crois du théâtre. Mais le fait est dû que Louis Jouvet, c'est peut-être le plus grand théoricien du théâtre dans le sens du métier de l'acteur que nous avons eu. D'autres ont écrit des traités sur l'art de l'acteur, autres ont fait des considérations que chacun de nous les fait. Mais la profondeur du travail acharné que Louis Jouvet a fait sur le problème de l'acteur en soi, qu'est-ce que c'est l'acteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être acteur, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il fait, comment on peut devenir et qu'est-ce qu'on fait, ça c'est seulement quelque chose que seulement lui a fait. Je ne le trouve pas et je ne l'ai pas trouvé dans d'autres grands personnages du théâtre contemporain. Quand vous jouiez Ondine, oui, et que donc vous jouiez avec lui, oui, Ondine, est-ce que le fait que vous aimiez cet homme et qu'il vous aime, est-ce que c'était important quand vous jouiez? Oui, c'était important, forcément, mais ça ne comptait pas en soi. De toute façon, ce qu'il nous avait appris, à tous d'ailleurs, c'est qu'on ne doit pas mettre des choses à soi, tout ce qu'on a engranger petit à petit de tout, de la vie, dans ce qu'on fait, mais ne pas laisser intervenir, mettons, qu'on soit fâché quand on joue avec quelqu'un, ça ne doit pas compter, d'ailleurs ça ne compte pas, en réalité ça ne compte pas. Vous ne saviez plus que c'était Jouvet que vous aviez en face de vous quand vous jouiez Ondine? Oh si, bien sûr, mais je crois que c'était plutôt Hans. Et vous savez, la dernière chose qu'il a jouée, et que j'ai joué avec lui, c'était la mort de Hans. Nous l'avons joué au festival de Giraudoux, et c'était la grande scène d'adieu. Hans n'est pas bien, Hans va mourir. Les amants qui se disent adieu d'habitude au seuil de la mort sont destinés à se revoir sans arrêt, à se heurter sans fin dans la vie future, à se coudoyer sans répit, à se pénétrer sans répit, puisqu'ils seront des ombres dans le même domaine. Ils se quittent pour ne plus se quitter, mais Ondine et moi partons chacun de notre bord pour l'éternité. À bâbord le néant, à tribord l'oubli. Il ne faut pas manquer cela, Ondine. Voilà le premier vrai adieu qui se soit dit en ce bas monde. C'est une scène extraordinairement belle. Mais vous avez joué ça avec lui peu de temps avant sa mort, finalement? Le 2 juillet, il est mort le 16 août. Oui. Vous étiez là au moment où il est mort? Oh, je n'ai pas quitté une seconde. Je suis restée 52 heures, il tenait ma main pendant 52 heures. Il a vu ce qui lui est arrivé? Il savait, oui. Il savait. Il était, j'espère, en partie, mais enfin, il savait très bien. Il s'agit bien de moi dans cette histoire. J'ai aimé Ondine parce qu'elle le voulait, je l'ai trompée parce qu'il le fallait. J'étais né pour vivre entre mon écurie et ma meute, non. J'ai été pris entre toute la nature et toute la destinée comme un rat. Pour Jouvet, le monde visible n'était qu'une partie de la réalité, qu'une face de la réalité. Il y avait une autre face,
la face invisible. C'est peut-être la plus importante. Et de même que l'homme est le moyen par lequel les choses du monde se manifestent à travers sa conscience, de même, le théâtre peut être un outil donné à l'homme pour aller au-delà de sa perception du monde et le faire visionnaire de sa condition humaine. Pas envie de mourir. Ah non, il aimait la vie. Il le disait lui-même d'ailleurs, il disait j'aime la vie, c'en est dégoûtant. Il avait tellement de choses à faire, tellement de choses, tellement de projets. C'était fabuleux. On avait l'impression d'un enfant qui ne savait rien et qui voulait tout apprendre. Et il en savait des choses pourtant. Son enterrement, ça a été comme Victor Hugo, quoi. Enfin, c'est étonnant. Le monde entier était là. Oui, je me souviens quand on est sorti de l'église, j'ai vu ce monde, je dis c'est pas possible, c'était fascinant. Et parce que c'était de l'admiration, mais c'était aussi de l'amour. Ces gens-là venaient dire qu'ils l'aimaient. Ce que je comprends d'ailleurs. Parce que même si on l'a peu connu, il y avait matière à l'aimer. Condamnés à expliquer le mystère de leur vie, les hommes ont inventé le théâtre, qui pour un instant semble nous promettre le secret du monde. Il abolit le temps et l'espace, il peut enfermer l'éternité dans une heure ou étendre une heure jusqu'à l'éternité.